Nous sommes en crise de la dette ou en route vers une crise? Selon moi, nous sommes au début d'une crise de la dette de fin de cycle, comme l'investisseur milliardaire Ray Dalio met en garde contre un tsunami de dette de 34 milliards de dollars prêt à frapper l'économie américaine. Chaque seconde qui passe, la tempête grossit, rendant l'impact encore plus douloureux lorsqu'il se produira, avec des conséquences qui se ressentira pour des générations. Écoutons Dalio expliquer. Si nous sommes en crise de la dette ou en route vers la crise? À mon avis, nous sommes au début d'une crise de dette très classique, de fin de grand cycle, quand l'écart entre l'offre et la demande, quand vous produisez trop de dettes et que vous avez aussi un manque d'acheteurs. Ce qui se passe maintenant, alors que nous devons vendre toute cette dette, c'est que nous n'avons pas assez d'acheteurs. Il y a des changements maintenant en termes de quantité dans le monde qui sont détenus par de grands investisseurs à travers le monde qui ont perdu de l'argent dans ces obligations du Trésor. Et puis il y a des changements géopolitiques qui ont un effet. Dans certains cas, certains pays s'inquiètent des sanctions. Et puis il y a ce changement géopolitique. Donc, quand je regarde le problème de l'offre et de la demande, il y a un problème d'offre et de demande pour cette dette. Il y a beaucoup de dettes. Elle doit être achetée, doit avoir un taux d'intérêt assez élevé. Donc une crise, vous savez, si nous continuons sur cette voie en termes des choses probables au cours des 5 et 10 prochaines années, alors vous atteignez le point où cet équilibre devient très difficile. Comment saurons-nous, et est-ce vraiment une question de ne pas avoir assez d'acheteurs pour la dette fédérale? Y a-t-il des preuves de cela jusqu'à présent? Nous sommes juste au début de commencer à découvrir que la quantité de vente de dette gouvernementale s'est effondrée. Nous n'avons pas émis de dette gouvernementale. Et maintenant nous allons émettre beaucoup de dette gouvernementale. Donc, quand on regarde les acheteurs, il semble y avoir une pénurie significative d'acheteurs pour cette dette gouvernementale, mais nous sommes maintenant au début de pouvoir voir à quoi ressemble cette image de l'offre et de la demande au cours de l'année et des 2 prochaines années. Avec chaque seconde qui passe, la dette nationale américaine augmente, ajoutant du carburant à la crise de la dette potentielle mentionnée par Dalio dans cette vidéo. Cependant, jusqu'à récemment, cela n'avait pas beaucoup d'importance. Mais selon Ray Dalio, les choses commencent enfin à changer. Pendant la majeure partie du dernier siècle, les obligations gouvernementales américaines ont été considérées par beaucoup comme l'investissement le plus sûr au monde. L'économie américaine est absolument massive, et le pays abrite certaines des plus grandes entreprises de la planète. Cette dynamique a offert une protection aux yeux des investisseurs. L'idée étant que si vous prêtiez de l'argent au gouvernement américain, vous n'aviez pas à vous soucier de savoir si vous alliez être remboursé, car l'autorité fiscale de la plus grande économie du monde. Si le gouvernement américain rencontrait des problèmes, il pourrait simplement augmenter les impôts et utiliser cet argent pour rembourser les emprunteurs. À cause de cela, les obligations gouvernementales américaines ont été considérées par les investisseurs et la communauté financière comme le seul investissement véritablement sans risque qui existe. Cette croyance communément acceptée a conduit à ce que les obligations gouvernementales américaines soient des investissements extrêmement populaires pour tout le monde. Des investisseurs individuels aux fonds de pension, en passant par les banques et même d'autres pays. L'offre d'argent des investisseurs souhaitant acheter des obligations gouvernementales a constamment dépassé le montant d'argent que le gouvernement avait besoin d'emprunter. En conséquence, emprunter de l'argent a toujours été relativement bon marché pour le gouvernement américain. Cependant, cette dynamique pourrait enfin commencer à changer, dont les effets d'entraînement se feraient sentir dans le monde entier. Laissez-moi expliquer. Le coût pour le gouvernement américain d'emprunter de l'argent est déterminé par les lois de l'offre et de la demande. Ce concept peut être facilement expliqué. Nous avons une ligne, avec l'offre d'argent prêt et capable d'être prêté au gouvernement américain. Pensez à cela comme la quantité d'argent que les individus, les entreprises et les pays sont prêts à laisser emprunter par le gouvernement américain. La volonté des investisseurs de prêter de l'argent au gouvernement peut changer en raison de tout, de la santé de l'économie aux problèmes géopolitiques et tout le reste. Une autre ligne représente la demande du gouvernement américain pour emprunter de l'argent. Pensez à cela comme la quantité d'argent que le gouvernement a besoin d'emprunter pour payer ses obligations. Le point où nos 2 lignes se croisent représente le coût pour le gouvernement américain d'emprunter de l'argent, tout comme d'autres prêts, cela est exprimé en un taux d'intérêt. Ainsi, plus le taux d'intérêt est élevé, plus il est coûteux d'emprunter de l'argent, car l'emprunteur paiera plus chaque année en intérêt. D'autre part, plus le taux d'intérêt est bas, moins cher il est d'emprunter de l'argent, car l'emprunteur paiera moins d'intérêt sur le prêt. Ce que je m'apprête à dire va au cœur de l'avertissement de Dalio, et c'est super important. La dette nationale américaine est actuellement à un énorme 34 milliards de dollars et augmente de jour en jour. Cela est passé de 22 milliards en 2019 et d'environ 5 milliards de dette nationale en l'an 2000. Comme Dalio l'a expliqué, les États-Unis se dirigent vers un point de basculement, la dette nationale ayant tellement augmenté, qu'il existe une réelle possibilité qu'il y ait plus de dette gouvernementale en circulation que d'argent disponible des investisseurs pour l'acheter. Si cela s'avère vrai, les conséquences seront probablement désastreuses. Voici comment. Revenons à notre explication de l'offre et de la demande. Déplaçons notre ligne de demande vers le haut, et voyons ce qui se passe. Déplacer notre ligne de demande vers le haut représente le gouvernement américain ayant besoin de plus d'argent pour couvrir sa dette en constante augmentation. Maintenant, les 2 lignes se croisent à un taux d'intérêt plus élevé. Si la dette gouvernementale augmente alors que l'offre d'argent disponible des investisseurs reste la même, le gouvernement américain sera obligé de payer un taux d'intérêt plus élevé pour emprunter de l'argent. Poussons notre ligne de demande encore plus haut. Comme vous pouvez l'imaginer, les 2 lignes se croisent maintenant à un taux d'intérêt encore plus élevé. Des coûts d'emprunt plus élevés pour le gouvernement américain seraient extrêmement douloureux pour le pays et ses citoyens, étant donné la quantité massive de dette nationale que le pays a. Voici une de réflexion pour vous démontrer ce que je veux dire. Comme mentionné plus tôt dans la vidéo, la dette nationale américaine est d'environ 34 milliards de dollars. Si nous supposons un taux d'intérêt annuel de 2% sur cette dette, cela signifie que le gouvernement américain doit payer 680 milliards de dollars d'intérêt chaque année juste pour rester à jour sur sa dette. Ceci est facilement calculé en prenant la dette en circulation et en la multipliant par le taux d'intérêt. Pour référence, en 2023, le gouvernement américain avait un budget annuel de 6,13 milliards de dollars pour couvrir toutes ses dépenses pour l'année. Cette dépense comprenait des choses telles que les programmes sociaux, l'éducation, les soins de santé, l'armée, la liste est longue mais vous voyez le point.
Dans notre exemple ici, les 680 milliards de dollars de taux d'intérêt annuel sur la dette nationale représentent environ 11% du budget annuel total. Cela signifie que 11% du budget annuel sont dépensés non pas pour fournir des services et des ressources aux citoyens, mais plutôt pour payer les intérêts sur la dette que le pays a contractée dans le passé. Vous pouvez voir comment cela peut créer ce que Dalio appelle une spirale de la dette. Voyons ce qui se passe lorsque les taux d'intérêt augmentent. Prenons le taux d'intérêt sur la dette à 6%. Cette dépense annuelle en intérêt passe à environ 2 milliards de dollars. Maintenant, la dépense annuelle en intérêt sur la dette nationale représente 33% du budget national total. Prenons les choses encore un cran plus haut et augmentons le taux d'intérêt à 10%. Cette dépense annuelle en intérêt monte en flèche jusqu'à un énorme 3,4 milliards de dollars. Cette dépense annuelle en intérêt représenterait une part stupéfiante de 55% du budget annuel total du gouvernement fédéral actuel. Vous pouvez voir maintenant pourquoi Dalio qualifie cela de crise. Bien que cela ne soit bien sûr qu'un exemple selon Dalio, c'est un résultat probable à moins que des changements significatifs ne soient apportés. Cependant, Dalio ne semble pas trop optimiste avec les événements qui vont arriver. Écoutez-le expliquer. Étant donné les défis fiscaux que vous décrivez, nous avons besoin d'un processus politique qui nous aidera à en sortir. Avons-nous cela? Cela nous amène au deuxième problème que vous traitez toujours, qui est le conflit interne. Eh bien, les choses que vous voyez se produire encore et encore lorsque vous regardez l'histoire, c'est que lorsque vous avez une situation financière pas bonne en même temps que vous avez de grands écarts de richesse, vous commencez à voir l'émergence du populisme. Et nous voyons l'extrémisme dans les deux partis politiques. D'accord, nous voyons cette division. Un populiste est un individu ou un leader ou une personne politique qui gagnera à tout prix, que les règles du jeu n'importent pas autant. Le système politique en termes de primaire et les partis tentent à créer ce genre de polarité. Je pense que c'est très clair qu'il n'y a qu'une seule bonne issue si nous le pouvons, et c'est un fort milieu bipartisan, car aucun des extrêmes ne pourra être dominant. Le parti de droite ou même le parti de gauche, et en conséquence, nous voyons une fragmentation géographiquement. Des gens déménagés dans différentes zones, pas seulement à cause des impôts, mais des différences de valeurs et plein d'autres choses. Et donc vous voyez cette séparation. Je pense qu'au cours des 2 prochaines années, la vraie question est, pouvons-nous avoir un fort milieu bipartisan, ou allons-nous avoir ce genre de fragmentation? Nous avons 3 choses qui s'alignent et qui sont préoccupantes. Sur ce cycle de dette à court terme, je l'appelle, vous savez, le cycle de 7 ans, nous sommes à peu près à mi-chemin. En d'autres termes, les taux d'intérêt sont maintenant à un niveau où ils vont probablement rester, mais ils ne vont probablement pas augmenter beaucoup à partir d'ici, et il y a une tension et les conséquences de cela vont être une économie plus faible à l'avenir. Cela n'a pas à être un grand ralentissement à cause du secteur des ménages, mais c'est une sorte de récession du bilan, et je pense que les choses vont empirer dans l'économie. Il y a un problème financier en même temps que vous avez ce conflit interne, donc je pense que cela va rendre la situation risquée. Comme les dépenses d'intérêt requises pour que le gouvernement américain serve sa dette augmentent, le gouvernement est laissé avec 2 options de base. Premièrement, il peut réduire considérablement les dépenses, en coupant des choses telles que les dépenses militaires, la sécurité sociale, les soins de santé et l'éducation. La deuxième option serait d'augmenter considérablement les impôts. Les 2 options seraient compréhensiblement extrêmement impopulaires auprès des citoyens. De plus, les ondes de choc économique négatives des coupes drastiques dans les dépenses gouvernementales ou des impôts plus élevés seraient sévères. On estime que les dépenses gouvernementales représentent 37% de l'économie des États-Unis, mesurée par le PIB. De plus, une augmentation rapide du taux d'imposition fédérale laisserait moins d'argent entre les mains des particuliers et des entreprises à dépenser. Bien que tout cela puisse sembler effrayant, il y a en fait un rayon d'espoir, une façon pour les États-Unis d'éviter une crise de la dette. Pour cela, nous devons regarder l'histoire. Comme le dit Dalio, il est important d'étudier l'histoire car le passé peut nous apprendre beaucoup sur le présent et ce qui peut arriver à l'avenir. La relation entre la dette nationale des États-Unis et la taille de leur économie au fil du temps. Pendant la Seconde Guerre mondiale dans les années 40, les États-Unis ont dû dépenser beaucoup d'argent pour financer leurs activités militaires, ce qui a entraîné une augmentation significative de leur dette nationale. Avant la guerre, la dette était d'environ 40% de la taille de l'économie du pays, mesurée par le produit intérieur brut ou PIB. Mais à la fin de la guerre, la dette avait grimpé à environ 110% du PIB, soit plus du double. Malgré cette dette élevée, les États-Unis ont réussi à gérer la situation sans subir de crise financière ou économique majeure. En fait, la période après la guerre a été marquée par une forte croissance économique et une prospérité remarquable pour le pays. Alors comment exactement les États-Unis ont-ils pu se sortir de ce trou massif? 2 mots, croissance économique. Oui, le gouvernement américain a fait preuve d'une remarquable contrainte financière dans la période d'après-guerre. Cependant, peut-être encore plus important, l'économie américaine s'est développée hors du problème. Vous voyez, la dette d'un pays ne devient vraiment un problème que lorsqu'elle devient trop grande par rapport à la taille du pays. C'est pourquoi une mesure populaire pour mesurer la gravité de la dette nationale d'un pays est le ratio dette publique, PIB. Ce simple ratio est calculé en prenant la dette gouvernementale en cours d'un pays et en la divisant par la taille de l'économie du pays, mesurée par le PIB. Plus le ratio est élevé, pire est la situation potentielle dans laquelle un pays se trouve. Regardez les États-Unis, la taille actuelle de sa dette nationale est d'environ 34 milliards de dollars. La taille de son économie est de 27,6 milliards de dollars selon la lecture la plus récente. Cela donne aux États-Unis un ratio dette publique, PIB, stupéfiant de 123%, une lecture plus élevée que n'importe quelle période de l'histoire du pays. Une option pour faire baisser ce nombre serait de réduire considérablement la dette nationale. Comme mentionné précédemment, cela serait incroyablement douloureux pour l'économie. De plus, avec une réduction drastique des dépenses gouvernementales, tout avantage de la réduction de la dette nationale pourrait également être compensé par le rétrécissement de l'économie, aboutissant finalement à aucune véritable réduction du fardeau de la dette. La meilleure alternative, et ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, serait si la dette nationale cessait de croître et que l'économie américaine grandissait dans sa dette. Regardez comment les chiffres fonctionneraient. Disons qu'au cours des 5 prochaines années,
l'économie américaine veut passer de sa taille actuelle d'environ 28 milliards de dollars à 34 milliards de dollars. Cela ramènerait le ratio dette publique PIB à 100%. Si 5 autres années passent et que l'économie se développe à 40 milliards de dollars et que la dette nationale reste la même, ce ratio tombe encore à 85%. Si nous avançons de 10 ans supplémentaires et que l'économie américaine est maintenant de 50 milliards de dollars, ce ratio serait descendu tout le chemin à 68%. Toujours élevé selon les normes historiques, mais plus en ligne avec les niveaux vus pour la dernière fois au milieu des années 90. En fin de compte, seul le temps nous dira comment tout cela se déroulera. Cependant, je pense qu'il vaut définitivement la peine de prêter attention à ce que Dalio a à dire, étant donné son impressionnant palmarès. Je pense qu'il est juste de dire qu'il sait une chose ou deux sur ce dont il parle. Voilà. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car mon objectif est de vous rendre un meilleur investisseur en étudiant les plus grands investisseurs du monde.